1er septembre 1939. Hitler lance l'attaque contre la Pologne avec son armada de chars et d'avions de chasse. En à peine 4 mois, le pays est vaincu. Ses alliés, l'Angleterre et la France, déclarent la guerre à Hitler. Et le 9 septembre, l'armée française entreprend même une offensive dans la Sarre. C'est la première fois que les soldats vont découvrir la ligne Siegfried. Mais il n'y a aucun véritable plan pour attaquer le territoire allemand. Les Français ne sont pas prêts. L'armée a reçu ses chars depuis seulement 2 mois. Ils ne sont tout simplement pas assez entraînés pour lancer une grande offensive. L'attaque est un fiasco. Effrayés par une ligne de mines qui explose, les Français font marche arrière au bout de 18 jours de combats timides. Les images de propagande nazie ont fait leur effet. La ligne Siegfried inspire la peur. Si les Français croient à l'efficacité de leur propre ligne Maginot, ils doivent forcément penser que la ligne Siegfried est, elle aussi, un obstacle militaire qui ne peut être franchi qu'au prix de sacrifices humains et matériels considérables. Et cette pensée leur sera fatale en 39-40. Les Français ne se rendent pas compte que cette ligne n'est pas très solide. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'estime pour l'efficacité militaire de la ligne Siegfried. La ligne Siegfried, à ce moment-là, n'était pas très occupée par les Allemands. Donc si on avait forcé à ce moment-là, on aurait pu passer. Là encore, on sent bien un manque de volonté de combattre, de développer un plan d'attaque sérieux pour percer la ligne de défense allemande. Et la grande tragédie de cette époque, c'est qu'on avait là une possibilité réaliste d'en finir avec la Deuxième Guerre mondiale. Trop impressionné par la ligne Siegfried, l'armée française se retire. Commence alors la période surnommée la drôle de guerre. Mobilisées, les deux armées s'observent face à face, chacune derrière sa ligne. La Wehrmacht met ce temps à profit pour préparer la suite, la campagne de l'Ouest, dont le point d'orgue doit être la victoire contre la France. Les soldats effectuent alors des tests de tir sur la ligne tchécoslovaque, à présent sur le territoire allemand. Et bien sûr, ça leur permet d'apprendre exactement comment aborder ces fortifications, en termes de distance et de force de frappe. Avec le fameux canon 8-8, ils bombardent tout simplement les murs pour voir ce qui se passe. Ça permettra aux Allemands d'accumuler beaucoup de savoir. Le 10 mai 1940, c'est le baptême du feu. La Wehrmacht s'apprête à attaquer des fortifications belges. Les soldats sont équipés d'une nouvelle arme révolutionnaire, la charge creuse, développée dans les années 30. À l'intérieur de la charge creuse, vous avez un cône inversé. Et lors de l'explosion de l'explosif qui se trouve vers la charge creuse, ce cône inversé va se transformer en dard et va, par sa puissance, pénétrer à l'intérieur du blindage. Les nouvelles armes, comme la charge creuse, sonnent le début de la fin des bunkers en béton et des coupoles en acier. Les forts belges sont vaincus en moins d'une journée. Face à la guerre moderne, avec ses bombardiers, ses canons puissants, comme le 8-8, ou ses projectiles modernes, comme la charge creuse, les fortifications, même très solides, s'avèrent impuissantes. Mais la ligne Maginot constitue un tout autre défi. Ces murs en béton armé de 6 mètres d'épaisseur, ainsi que ces dispositifs de sécurité, ne permettent pas aux Allemands d'appliquer la méthode employée sur les forts belges. Si vous essayez de neutraliser l'artillerie d'un ouvrage français, vous allez vous retrouver tout d'abord devant un fossé qui vous empêche d'approcher l'ouvrage. Et même si vous arrivez à entrer dans ce fossé, vous allez vous prendre une grenade par une ouverture prévue à cet effet et vous vous ferez tirer dessus par une mitrailleuse. Les Allemands savent qu'ils doivent trouver une autre solution.
Sur les ordres du Führer, les meilleurs spécialistes s'attellent à la tâche. Les généraux allemands ont demandé aux aciéries Krupp, entre autres, de fabriquer des canons pour percer la ligne Maginot. Ça veut bien dire qu'ils tenaient compte de la puissance de la ligne Maginot. Résultat de leurs efforts, un canon gigantesque d'un calibre de 800 mm. 32 mètres de long. L'engin pèse 1350 tonnes. Il doit être transporté sur un train. C'est le canon le plus puissant jamais construit. Mais en même temps, il fallait des milliers de personnes pour monter ce canon et de nombreux trains pour le transporter. Il aurait fallu construire une petite gare exprès avec pas moins de 4 voies pour l'installer. Des moyens gigantesques étaient nécessaires et finalement on a renoncé à ce canon pour attaquer la ligne Maginot. Trop solide, la forteresse française ne peut pas être vaincue avec des moyens conventionnels. Quelle solution les Allemands vont-ils trouver pour arriver à leur fin ? Le seul moyen de vaincre la ligne Maginot, c'est de la contourner. Et c'est exactement ce que les Allemands vont faire. Avec son armada de chars, la Wehrmacht tente une percée dans les Ardennes, une région peu fortifiée. Les chars allemands foncent à toute vitesse en brisant toute résistance. La seule manière d'arrêter ce genre d'attaque est une défense en profondeur. Le problème est que la défense anti-chars française n'est pas en profondeur. Donc, du moment où les Allemands sont passés, plus rien ne peut les arrêter. Des combats éclatent aussi le long de la ligne Maginot. L'objectif de la Wehrmacht est de prendre les forts, coûte que coûte. Dans les bunkers, les hommes se défendent sous les tirs ennemis. Le fort de Schonenbourg en particulier, qui est sur la ligne Maginot, l'ouvrage le plus bombardé de toute la ligne Maginot. Il a pris plus de 3000 bombes et obus, et il y a eu, sur un équipage de 630 hommes, c'est toujours 2 de trop, mais je dirais uniquement 2 morts et 15 blessés. Et même les tentatives d'attaquer les fortifications par derrière restent sans succès pour la Wehrmacht. Les Allemands découvrent alors les tourelles à éclipse capables de tirer à 360 degrés. Les forts de la ligne Maginot s'avèrent tout simplement imprenables. C'est pas la ligne Maginot qui est responsable des défaites de 40, c'est le commandement français qui l'a très mal utilisé en réalité. C'est un magnifique instrument de défense mais qui est, encore une fois, qui était dans une conception générale qui est complètement défaillante. Si la ligne Maginot tient bon, ce sont les troupes françaises qui échouent à repousser l'avancée des Allemands. Même si les Français possèdent au total plus de chars que la Wehrmacht, c'est leur conception et leur utilisation qui est incompatible avec la guerre de mouvement que les Allemands ont mise en place. Les généraux français ont l'habitude de batailles méthodiques, planifiées en détail, de manœuvres lentes et rigides. Si vous voulez, tout ça, c'est un peu à l'image de la ligne Maginot. Et si on avait remplacé les commandants français par des Allemands, ils auraient fait un meilleur boulot dans cette bataille. Il faudra à peine 3 semaines à la Wehrmacht pour arriver sur les côtes atlantiques. Quand la France signe l'armistice le 22 juin 1940, les soldats de la ligne Maginot, invaincus, combattent encore dans leurs bunkers. Les ouvrages se sont défendus contre l'arrière quand ils ont été encerclés et ne se sont pas rendus. Et l'armistice est entré en vigueur dans la nuit du 24 au 25 juin 1940. Et ce n'est que le 2 juillet, que les équipages des forts de la ligne Maginot, sur ordre des Français, sont sortis des ouvrages, drapeau français en tête. Et les Allemands leur ont présenté les honneurs, au même titre que les Italiens dans les Alpes. Les 22 000 hommes de la ligne Maginot vont rejoindre les rangs des prisonniers de guerre pour 5 longues années. Quant aux ouvrages, ils tombent entre les mains des Allemands. Tels des touristes, les vainqueurs se font photographier avec leur butin impressionnant. Plus tard, certains ouvrages sont transformés en usines souterraines.
Donc il y a des fabricants de moteurs allemands, qu'on ne citera pas, il y a des fabricants de bombes, il y a des fabricants de pièces de précision qui se sont installés dans certains ouvrages de la ligne Maginot, qui étaient protégés, qui étaient contre les bombardements, et on a fabriqué donc dans cette ligne Maginot française des pièces allemandes. De son côté, la ligne Siegfried allemande n'a pas essuyé un seul tir. Loin des combats, elle s'est avérée plus utile que la puissante ligne Maginot. Transformée en outil propagandiste, elle a dissuadé les Français d'envahir l'Allemagne et peut-être même de mettre fin à la guerre. À partir de juin 1940, les frontières du Reich sont déplacées. La ligne Siegfried devient tout à coup une relique militaire inutile, au milieu de nulle part. Et la ligne Siegfried tombe dans un sommeil profond, tel la Belle au bois dormant. Certaines constructions vont même disparaître sous la végétation. On démonte les armes et tout ce qui est démontable dans un bunker pour les installer sur le mur de l'Atlantique. La ligne Siegfried est mise à l'arrêt. Elle n'est plus utilisée du tout. Et même les paysans recouvrent les dents de dragon de terre pour pouvoir rouler dessus avec leurs tracteurs et éviter de faire des kilomètres de détour. Mais la ligne Siegfried n'a pas dit son dernier mot. Dernier rempart du Reich, elle va encore donner bien du fil à retordre aux troupes alliées. 1944. Le Reich d'Adolf Hitler est en bien mauvaise posture. À l'est, l'armée rouge avance à grands pas en direction de Berlin. De l'autre côté, en Angleterre, une immense armée de plus d'1 million d'hommes se tient prête pour débarquer sur les plages de Normandie. Pour l'état-major allemand, c'est le moment de mobiliser toutes les ressources disponibles. C'est alors qu'Hitler se souvient de la ligne Siegfried. Laissée à l'abandon pendant près de 4 années, elle est dans un état lamentable. Mais qu'importe, elle doit être le dernier rempart du Reich. Et là, comme en 1938, près de 500 000 personnes vont être envoyées aux travaux sur la ligne Siegfried. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des ouvriers spécialisés, mais des femmes, des enfants, des travailleurs forcés, des prisonniers de guerre, à qui on demande de creuser des tranchées. Comme ce ne sont pas des spécialistes, ils font des erreurs et ils creusent parfois au mauvais endroit. On essaie en même temps de réarmer les bunkers, mais ça ne marche pas, car les armes ont évolué pendant les années de guerre. La mitrailleuse standard des Allemands, le modèle MG42, est plus grande. Elle n'est plus adaptée aux créneaux prévus dans les bunkers. 2 mois après le débarquement, les Alliés libèrent Paris. Ils approchent maintenant dangereusement de la frontière allemande. Pour se défendre, les soldats de la Wehrmacht font feu de tout bois. Installés dans les bunkers de la ligne Maginot, ils tentent de repousser l'avancée des Alliés. Mais c'est peine perdue pour ces soldats qui ne connaissent pas les modes d'emploi. Les Français, en 1940, apprenant qu'ils étaient livrés à l'adversaire, ont brûlé tout le matériel, les cartes d'observation, les cartes de tir, les cartes du réseau téléphonique, et les Allemands n'ont pas fait attention. De toute évidence, les Allemands ont déjà perdu la guerre à ce moment-là. Les Alliés vont gagner. C'est juste une question de temps. Les Allemands envoient de jeunes soldats sur le front. Ils sont vraiment au bout de leurs ressources humaines. À la fin de l'été 1944, l'armée américaine se retrouve aux portes du Troisième Reich, prête à l'assaut ultime contre son dernier rempart, la ligne Siegfried. Avant de lancer ses soldats dans la bataille, l'état-major américain choisit de leur montrer des films pour leur expliquer ce qui les attend. Une bien mauvaise idée. L'armée américaine montre à ses soldats le film de propagande allemand dans lequel on voit ce bunker gigantesque qui n'existe pas sur la ligne Siegfried. Les soldats savent qu'ils vont devoir se battre à la frontière. Ils ont le sentiment qu'ils vont devoir affronter des armes redoutables et des fortifications infranchissables.
Da gibt's Wunderwaffen, da gibt's Bunker, da gibt's Festungssysteme. Da werden wir noch mal richtig kämpfen müssen. Malgré ces défaites, la Wehrmacht jouit encore, même en fin de guerre, d'un grand prestige. Tout le monde sait que les Allemands seront dangereux jusqu'au bout. Et l'armée allemande est en effet bien entraînée. Elle sait tirer profit d'une ligne de défense, même faiblement fortifiée. De l'autre côté de la frontière, les soldats de la Wehrmacht se tiennent prêts dans les bunkers de la ligne Siegfried. La situation stratégique est à leur avantage. Le front allemand est maintenant directement approvisionné depuis le Reich, alors que les lignes d'approvisionnement américaines se sont rallongées. Même si les bunkers sont inadaptés aux nouvelles armes, ils permettent tout de même aux soldats allemands de s'abriter là où les Américains sont à découvert. Les lignes téléphoniques sont encore intactes. On peut y brancher des téléphones qui fonctionnent même dans la forêt. Ce qui fait que les Allemands disposent encore d'un bon réseau de communication, ce qui est un avantage pour eux. La bataille sur la frontière allemande sera la plus sanglante sur le front de l'Ouest. Les soldats s'affrontent dans les villes, mais aussi dans des forêts très denses, partout où il faut franchir la ligne Siegfried. Tous les 15 jours, de nouvelles troupes alliées sont envoyées en renfort. Il faudra 5 mois aux troupes américaines pour enfin franchir les frontières du Reich. La ligne Siegfried ne pouvait pas empêcher la défaite du Troisième Reich, mais elle a permis à ce régime meurtrier de prolonger son agonie au mépris de nombreuses vies. L'affrontement entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried, ces deux superstructures, se solde par un match nul. Pensée et construite selon des doctrines militaires diamétralement opposées, aucune d'entre elles n'a réussi à sauver son pays de la débâcle. Avec de nouvelles armes comme la charge creuse et l'utilisation massive de l'aviation, la guerre moderne a rendu ces forteresses inefficaces et obsolètes. La Deuxième Guerre mondiale sera la dernière guerre des lignes fortifiées sur le continent européen.